Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une petite session de réponse aux questions. Atmosphère détendue, propos inintelligibles. Non, je rigole. Première question. Quand avez-vous commencé à aimer faire des maths? Alors c'est une question assez amusante parce que j'ai pas souvenir d'avoir commencé à aimer faire des maths. J'ai plutôt le souvenir que c'était une discipline académique qu'on m'enseignait et qui résonnait avec quelque chose que j'avais déjà en moi. Et c'est quelque chose qui m'a poursuivi ensuite pendant toute ma scolarité, et c'est notamment l'une des raisons pour laquelle je suis devenu professeur. Parce que d'un côté, j'avais cette facilité-là qui faisait que j'aimais bien entendu les mathématiques, ça me demandait peu de travail, je voyais qu'il y avait des résultats avec très peu d'investissement d'un côté, mais je sentais de l'autre côté qu'il y avait des camarades de classe qui n'avaient pas reçu cette forme de don, je vais annoncer ça comme ça, et j'ai toujours été très préoccupé par cette question-là, me demander comment quelque chose d'aussi clair, d'aussi limpide, peut ne pas exister chez l'autre. Et j'ai toujours pas trouvé la réponse à cette question, mais je suis devenu professeur dans l'espoir de trouver les mots, de trouver des histoires qui puissent leur permettre de comprendre des choses que j'ai toujours eues à l'intérieur de moi. À partir de là, on comprend le fait d'aimer, c'est quelque chose qui vient aussi avec une gratification par les notes, par les professeurs, par les parents, le regard des camarades. Je pense que tout le monde a plus ou moins tendance à aimer davantage les choses pour lesquelles il est reconnu, et je pense que pour moi, ça ne fait pas exception et que les mathématiques rentrent dans ce cadre-là. Pourrais-tu conseiller des ouvrages ou des approches documentées pour faire découvrir les bases de la logique, du raisonnement et du calcul à un enfant de 4 ans? Alors c'est une question complexe et une question intéressante parce que justement j'ai eu 2 enfants de 4 ans, maintenant ils ont respectivement 7 ans et 10 ans, et je suis passé par ce genre de considération. Je me suis posé la question, comment pourrais-je faire pour transmettre quelque chose de ce que j'ai reçu en mathématiques? Comment leur faciliter la vie? Comment faire en sorte qu'ils puissent eux aussi bénéficier d'un terrain favorable à ce que de belles mathématiques puissent s'implanter en leur esprit? Et je n'ai pas trouvé d'approche documentée. Donc, pour répondre à la question telle qu'elle est formulée, la réponse est non, je n'ai pas d'ouvrage ou d'approche documentée. Cela dit, je peux partager une expérience tout à fait subjective que j'ai menée ces dernières années et qui me semble avoir porté ses fruits dans un certain sens. Et cette expérience, c'est vraiment celle d'être très discipliné, très rigoureux dans la manière dont je m'adresse à mes enfants. Donc j'ai jamais donné dans les igouigouis, dans les gousi-gousi. Je me suis toujours adressé à eux avec bienveillance et avec quelque chose qui a trait à le fait de leur tendre une main qui est vers le haut. La main n'est pas trop haute, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent l'attraper, mais ne pas descendre à leur niveau non plus, mais juste un tout petit peu plus haut, de manière à ce que sans cesse, il y ait quelque chose de l'ordre de l'élévation. Alors il y a des gens qui vont prendre mal ce genre d'approche pédagogique. En fait, quand on propose quelque chose d'un peu plus dur que le niveau standard, il y a des gens qui vont se dire bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est le niveau usuel, donc ça me concerne pas, et d'autres qui vont y voir une occasion de s'élever. Je me dis, un enfant de 4 ans ne réfléchit pas à ce point-là sur la perception qu'on a du niveau qu'on attend de lui ou quoi que ce soit. En fait, j'attends rien. Je lui propose, dans ma manière de m'adresser à lui, de m'adresser à mes 2 enfants, je leur propose d'accéder à certaines subtilités du raisonnement et de la logique. Et c'est comme ça que je pense transmettre le plus, disons, mes capacités ou la compréhension que j'ai des mathématiques. Déjà par le raisonnement, par la logique, par la construction des phrases, et il y a déjà beaucoup de choses qui se transmettent comme ça. Et après, c'est aussi, disons, de redoubler d'attention dans l'usage de certains mots, comme par exemple faire la différence entre conditions nécessaires et suffisantes. Donc, quand je dis il faut, c'est pas la même chose que quand je dis il suffit. Et arriver à exemplifier certaines choses, mais c'est jamais sous la forme d'une leçon, ça va toujours être une occasion qui se présente, par exemple. Je sais pas, je vais pas commencer à parler de loi faible des grands nombres à un enfant qui se balade sur un muret en lui expliquant que à chaque pas qu'il fait, je pourrais modéliser la situation avec une faible probabilité qui se gaufre, et que quand t tend vers plus l'infini, et l'infini arrivant plus vite qu'on ne le pense, eh bien ça va finir avec un pansement sur le genou, quoi. Je vais pas donner les concepts mathématiques, mais je vais essayer avec des mots très simples, et c'est d'autant plus facile quand on a un enfant, en fait, parce qu'on est limité dans le choix des mots qu'on peut employer. Je vais essayer de lui faire ressentir le fait qu'un événement de faible probabilité, répété un grand nombre de fois, va avoir à la fin pas mal de chances d'advenir, quoi, voilà.
Et j'avais continué à élaborer une réponse à cette question, mais je me suis perdu en route et je pense que je vais m'arrêter là, tout simplement. Comment développer son intuition en mathématiques? Alors ça, c'est une vaste question et je range le mot intuition aux côtés du mot astuce. En fait, c'est des mots qui évoquent une certaine magie, quelque chose qui vient un peu du ciel et qu'on espérerait avoir. Mais l'expérience que j'ai des mathématiques et de l'enseignement des mathématiques m'a montré que cette affaire d'intuition, c'était pas vraiment un axe qui permettait de progresser. Comment dire? C'est pas le prisme par lequel on va accéder à une progression substantielle qui pourrait ressembler, vu de l'extérieur, à de l'intuition. Alors, je vais m'expliquer très simplement. L'enjeu en mathématiques, pour moi, c'est celui de la compréhension. On parle d'apprentissage, on parle d'apprendre ses définitions, d'apprendre son cours, d'apprendre tel ou tel modèle d'exercice, mais pour moi, tout ça, c'est du vent. Parce que l'apprentissage, en fait, quand on parle de ça, on ne donne pas le degré de maîtrise qui sous-tend, en fait, l'utilisation de certains objets. Je peux faire illusion. En fait, entre, je sais pas moi, quelqu'un un maître d'armes qui sait se battre à l'épée et qui, dans un duel, va faire des gestes extrêmement précis, il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise. De mon côté, si j'apprends la chorégraphie de ce maître d'armes et que j'essaie de recopier ses gestes un à un, sans comprendre ce qui, dans son esprit, a engendré l'idée de faire tel ou tel mouvement, je ne pourrai recopier que la carapace extérieure, l'aspect extérieur de ce qu'il a produit, mais jamais ce qui animait son esprit au moment où les mouvements ont été faits. Et en mathématiques, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, bon, on parle d'intuition, donc on parle de cette capacité à pressentir les choses, cette espèce de préscience où on se dit, tiens, je sens qu'il y a de l'ordre dans cette direction-là et qu'un bon résultat devrait ressembler à ça. Et aussi, du même coup, je peux écarter des pistes qui, dans une fraction de seconde, me paraissent ne pas être prometteuses. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Mon directeur de thèse a résolu quelques petits obstacles que j'ai pu avoir dans l'élaboration de ma thèse. Il était chez le dentiste en train de se faire fraiser et là, l'idée lui est parvenue. Là, on parle d'intuition, on parle de génie, mais je pense que le commun des mortels n'est absolument pas doté de ce genre de capacité. Et donc, je propose, et notamment dans les formations que je produis, et dans la formation sur les exercices notamment, une approche rationnelle. Un truc qui démystifie en fait ce truc d'intuition. Je parle de compréhension. Je parle de l'exploration, dans un exercice par exemple, de tous ces chemins, de se dire, tiens, ça a fonctionné. Mais pourquoi ça a fonctionné? Qu'est-ce qui pouvait me donner l'idée, avant même d'essayer, que ça avait une chance de fonctionner? Et cette piste que j'ai écartée là, en une fraction de seconde, est-ce que c'était de la flemme? Est-ce que c'était le pressentiment que ça allait pas fonctionner? Et pourquoi ça va pas fonctionner? Il y a vraiment cet aspect de ne pas se contenter de faire une ligne droite vers un résultat comme un sanglier dans un champ de maïs. Il y a l'idée d'explorer une arborescence de chemins et de développer successivement, enfin progressivement, une expertise dans la résolution d'exercices. Donc je vais être un expert d'un domaine des mathématiques parce que j'aurais fait plein d'exercices, mais pas seulement pour aller droit au résultat. J'aurais exploré le sentier qui part à gauche, celui qui part à droite, j'aurais été voir ce qui se passe dans le sous-sol, regarder un peu la cime des arbres, et petit à petit, je développerai cette vraie compréhension des choses, et avec l'expérience, c'est quelque chose qui va apparaître de plus en plus vite, de manière naturelle, et peut-être bientôt évidente. C'est-à-dire que ce qui était des trésors de complexité a priori, deviendront peut-être a posteriori vides, c'est-à-dire vides d'obstacles, mais pas parce qu'on aura été frappé par ce don-là de l'intuition ou je ne sais quoi, parce qu'on aura développé, avec méthode, des outils qui permettent d'accéder à une véritable compréhension. Quelles sont les méthodes qui permettent d'aborder un exercice de manière rigoureuse quand on n'a aucune piste de départ? En fait, c'est une question qui est assez liée à la réponse que j'ai faite à la question précédente. Parce que la grande question, c'est est-ce que, quand j'étais au collège ou au lycée, je me suis contenté de foncer vers la première piste prometteuse, qui fonctionnait dans 99% des cas, ou est-ce que j'ai pris le temps de me poser la question du pourquoi, du comment? Est-ce que j'ai pris le temps d'expliquer à mes camarades de classe pourquoi j'avais choisi ce chemin, alors que eux n'avaient même pas eu l'idée que la piste puisse survenir dans leur esprit? C'est ça la grande question, c'est ça l'exercice. Et donc, quand on n'a aucune piste de départ, je vais dire que la première chose à faire, c'est déjà se poser des questions. C'est qu'est-ce qui m'empêche de commencer? Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qu'on me demande de démontrer? Quelles sont les différentes manières que je vais te démontrer ce qu'on me demande de démontrer? Est-ce que je peux reformuler ce qu'on me demande de démontrer pour changer de domaine, par exemple? Passer d'un endomorphisme à une reformulation matricielle, ce genre de choses-là.
de passer d'une suite récurrente à une suite de matrices dont je peux calculer la puissance énième, ce genre de reformulation. Donc je veux dire que cette capacité-là, elle se développe, déjà en se confrontant à la difficulté, bien entendu, mais elle se développe aussi par la conviction de développer une capacité à se poser des questions. C'est-à-dire qu'en fait, je vais essayer de l'exprimer encore plus simplement, une approche primaire des mathématiques, c'est une approche binaire. Soit je réussis, soit je rate. Ce que j'essaie de proposer dans mes travaux, que ce soit mes travaux disponibles sur ma chaîne YouTube ou dans mes formations, c'est une approche plus riche, une approche arborescente. Si je réussis, je vais me demander pourquoi, comment j'aurais pu pressentir que ça réussit, est-ce qu'il y avait d'autres pistes à explorer, et dans ce cas-là, je vais les explorer, etc. Si je rate, si je n'y arrive pas, je vais au moins essayer de me poser une question. Et après, avec l'étude de la solution, je vais me demander, tiens, il y avait cette idée-là. Quelle question aurais-je pu me poser pour me diriger vers ce genre d'idée? Est-ce que ça me rappelle une autre idée que j'aurais peut-être vue ailleurs, dans un exemple, dans un exercice, dans une démonstration? Et c'est toute cette richesse-là qui va créer ce que j'appelle une vraie compréhension, une vraie maîtrise des mathématiques. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, au fur et à mesure, progressivement, aborder des exercices de plus en plus difficiles de manière raisonnable. Et pour compléter cette réponse, je dirais aussi qu'il est d'autant plus important d'apprendre à faire cela que lorsqu'on va se retrouver face à un jury, dans le cadre d'un oral d'examen ou d'un oral de concours, il va justement être question, si une solution ne parvient pas immédiatement à l'esprit, eh bien de déployer tous ces raisonnements-là, d'expliquer pourquoi telle piste paraît prometteuse, pourquoi écarter celle-là, pourquoi cet exemple-là est représentatif du cas général et peut permettre d'espérer, justement, de trouver une piste qui permette d'aboutir. C'est important parce que développer cette capacité, ça va permettre de communiquer avec le jury, d'être aussi réceptif à ce genre de raisonnement, puisqu'ils vont aussi injecter de leur compréhension pour nous pousser vers une solution, et c'est quelque chose qui va bien entendu être valorisé dans une note d'oral. Donc voilà comment je répondrai à cette question-là. Un étudiant à Ulm me recommande de faire les démonstrations du cours avant de lire celles de mon prof. Il me dit que cette technique lui permet de les apprendre plus facilement. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est une question qui revient souvent et qui est souvent revenue quand j'étais professeur principal en classe préparatoire. Donc ça peut être le conseil de quelqu'un qui est à Ulm, mais ça peut être le conseil d'absolument n'importe qui. Ça peut être le conseil d'un ancien de la promotion supérieure, ça peut être le conseil de papa, ça peut être le conseil de mamie Joséphine. Je donne des conseils et des élèves, certains de mes élèves viennent me voir et me disent qu'ils ont reçu des conseils contradictoires. Et bien entendu, il y a quand même une loi, c'est que si on demande conseil à 15 personnes différentes, eh bien la probabilité d'obtenir des conseils contradictoires augmente en flèche. Donc c'est assez amusant. Mais donc là, on peut se dire, c'est légitime. C'est quelqu'un qui a fait Ulm, donc s'il a une recommandation à donner, eh bien peut-être que c'est une recommandation qui est bonne pour moi. Alors j'y objecte de 3 manières différentes. La première manière d'y objecter à cette recommandation, c'est que les capacités d'un étudiant ne sont pas celles d'un autre. Et donc que les capacités d'un étudiant qui ait les moyens intellectuels d'intégrer Ulm ne représentent pas les capacités de l'étudiant moyen. Donc ce qui vaut pour quelqu'un ne va pas forcément valoir pour moi. Je veux être performant en cyclisme, mais les conseils du vainqueur du Tour de France ne sont probablement pas du tout appropriés pour moi. On n'a pas les mêmes capacités physiques, on n'a pas les mêmes capacités de récupération, on n'a pas la même approche du sport, et donc j'estime qu'il va y avoir certainement des moyens de m'inspirer de ce qu'il va me dire, mais de là à les appliquer directement pour moi, je vais dire attention. Le deuxième aspect, c'est que à capacité intellectuelle, disons, égale, ou disons à un niveau d'intégration en école égal, il y a plusieurs chemins qui permettent d'y aboutir. La construction de la phrase était catastrophique, mais bon, je pense que tu as compris. Je donne ici l'exemple de 2 personnages qui sont Agathe et Achille dans mes personnages, qui sont inspirés de 2 élèves que j'ai eus en 2018, qui ont tous 2 intégré HEC et qui avaient un excellent niveau en mathématiques, et dont les méthodes de travail étaient à l'extrême opposé. D'un côté, il y avait Agathe, qui s'inspirait de beaucoup de pratiques, de beaucoup d'exercices. Elle avait une grande capacité de digestion, c'est-à-dire à voir beaucoup d'exercices et en tirer l'essence commune. Donc elle était capable de ne pas se laisser perdre dans la disparité des exercices et de les mettre, de les classer au même endroit, de manière à s'approprier la théorie d'un cours. Au contraire, Achille n'a jamais été voir ailleurs que dans mon cours pour s'entraîner. Il s'est contenté des devoirs surveillés, des devoirs maison, des interros et de tous les exemples qu'il y avait dans le cours.
pour développer une réelle compréhension des mathématiques. C'est-à-dire qu'il partait plutôt d'un contenu cristallisé, un contenu concentré, et il était capable, par l'exercice de la pensée et du questionnement, de ramifier, de créer des ramifications, comme s'il avait une branche et que par la force de son esprit, il faisait pousser dessus plein de petites branches et des feuilles et des fleurs et plein d'autres choses encore. Ce sont 2 personnes qui sont aujourd'hui au même endroit dans la même école, et leurs méthodes sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Donc voilà une deuxième objection pour cette affaire d'apprendre, de faire les démonstrations du cours avant celle du professeur. On n'a pas tous les mêmes capacités, et peut-être que même si on atterrira dans la même école, nos moyens d'y parvenir, les moyens optimaux qu'on a d'y parvenir, ne seront pas les mêmes. Je précise ici que si Agathe et Achille avaient interverti leur méthode de travail, j'en ai parlé avec eux, et ça nous faisait beaucoup rire, ça aurait été une catastrophe. Et je vais répondre d'une troisième manière, c'est concrètement sur l'objet de la question, c'est-à-dire les démonstrations du cours. Il faut bien comprendre ici que, à la base des mathématiques, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de théorème, il n'y a pas de définition. À la base des mathématiques, il y a une pratique. Il y a une pratique, il y a des exemples, il y a des exercices, il y a quelque chose qu'on cherche à accomplir. On cherche à mesurer la médiane d'un triangle, issu d'un sommet. On cherche à mesurer le périmètre d'un cercle. On cherche à se représenter les variations d'une fonction et d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. À force d'exemples, on commence à tirer des méthodes, des principes, on observe des schémas récurrents, on se dit, tiens, malgré la disparité des exemples que j'observe, il y a des choses qui reviennent. Et on espère qu'en extrayant l'essence commune, on puisse parvenir à des propriétés, à des théorèmes et aussi à des définitions. Et donc, le moyen de digérer un contenu de mathématiques, qui est par essence la cristallisation de quelque chose, que tu te représentes quelque chose de solide, le moyen de décomposer cette chose solide en quelque chose qui puisse être digéré, en premier, ce sont les exemples, puis des exercices relativement simples, puis un peu plus complexes qui font intervenir la notion étudiée et aussi d'autres notions connexes pour voir que tout cela est entremêlé. Et ensuite, peut-être qu'on pourra s'attaquer à l'abstraction que représente une démonstration en toute généralité. C'est le chemin usuel pour le commun des mortels. Et c'est celui que je recommande notamment dans ma formation sur la compréhension du cours. Pas l'apprentissage par cœur, pas la mémorisation, non. Le travail qui permet d'aller jusqu'à la maîtrise d'un cours en partant d'un matériau qui est froid, comme un métal rigide, voilà, et quelque chose d'inaccessible. Donc les démonstrations, je les place à la fin, mais quelqu'un qui va intégrer Ulm a les capacités de passer outre les exemples, les exercices simples et les exercices modérés, parce qu'en quelque sorte, il les a déjà en lui. C'est ce que j'ai vécu quasiment toute ma scolarité. J'avais l'impression que les professeurs mettaient en forme quelque chose qui était déjà là depuis très longtemps à l'intérieur de moi. C'était juste la mise au propre de quelque chose qui était fonctionnel dans mes raisonnements, mais qui n'avait jamais été formalisé. Et bien entendu qu'on pouvait commencer par me présenter une démonstration et que j'allais comprendre. Mais ça ne sera absolument pas le cas de tout le monde. Donc la moindre des choses pour employer une méthode, c'est de comprendre pourquoi et comment on va ou pas en tirer profit. Là encore, je ramènerai ça à ma formation, mais je ne vais jamais dire « faites ça » ou « ne faites pas ça ». Là, on est dans la pensée binaire, dans la pensée totalitaire, et je déteste ça. Je vais expliquer « voici pourquoi et voici ce qu'on cherche à accomplir, déjà, voici l'objectif ». Ensuite, j'explique « voici le nombre de moyens qu'il y a d'y parvenir, et voici la méthode que je recommande pour tel et tel et tel cas. » C'est quelque chose de précis. Donc cette affaire de démonstration, bien entendu, quelqu'un qui est capable de les faire. On va dire, on te présente un théorème, inégalité de Cauchy-Schwarz, et tu te dis, tiens, là, je me sens la petite application qui, en réalité, associe la norme au carré de x plus ty. Ouais, ça me semble la chose à faire. Là, c'était vraiment pile poil ce que tout le monde attendait. Mais très bien. Fais les démonstrations, ne t'occupe pas du chapeau de la mémé, mais t'as même pas besoin de professeur. Tu peux juste prendre un livre, tu l'étudies, et tu vas comprendre des tas de choses. Pour le commun des mortels, ce n'est pas la méthode que je recommande. Que pensez-vous du concept buffet à volonté d'une université allemande, très axée sur l'autodiscipline, où on peut assister à tous les cours qu'on veut, mais avec un volume horaire minimal obligatoire très bas, cela par rapport aux études très guidées des prépas et des écoles d'ingénieurs françaises? Eh bien, là, c'est aussi une question que j'apprécie beaucoup, parce que j'ai vu émerger ces 10 dernières années, dans tous les domaines, donc musculation, nutrition, apprentissage, la meilleure méthode pour.
avec un gros accent français, follow or fail. Et ça m'a toujours fait rire parce que il y a ce présupposé qu'il existe une méthode ultime pour parvenir à bon port. Alors ça peut être faire les démonstrations du cours avant celle du professeur, mais il y a tout un tas de méthodes miracles, d'exercices de musculation miracles, de méthodes d'entraînement miracles, et on a l'impression que c'est la méthode unique, et que en dehors de ça, rien n'existe. Bien entendu, c'est absolument pas le cas, et la réalité, c'est que entre le concept buffet à volonté, où on va avoir une grande liberté dans son rapport à la connaissance, et de l'autre quelque chose de très guidé, trop guidé pour certains, il va y avoir différentes réponses en fonction de l'élève, de l'étudiant. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un ensemble d'élèves qui sont très à même de réussir avec le système A, il y a un autre ensemble d'élèves très à même de réussir avec le système B, et peut-être que A et B s'intersectent, peut-être qu'ils ne s'intersectent pas, et de ton côté, peut-être que tu sens au fond de toi que tu préférerais l'un ou l'autre, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Je pense que c'est quelque chose de très personnel et que ça dépend en plus du moment dans ta scolarité où on te propose ce genre de formule. Alors plutôt que de parler dans des formules abstraites, je vais te donner la seule chose que je connais le mieux au monde, c'est-à-dire mon cas. Pas Yvan, mon cas. Dans mon cas, du lycée jusqu'au master, le système qui m'aurait le mieux convenu aurait été un système très guidé, avec un gros encadrement et quelque chose qui me pousse, un système de pression qui me pousse à donner le meilleur de moi-même. Ça m'a été très utile au lycée. J'étais très content des classes préparatoires pour la pression que j'arrivais à transformer en énergie pour me surpasser. J'étais très content aussi de l'adversité. L'adversaire, c'est celui qui me pousse à surpasser mes limites, sans les excéder d'une manière outrancière non plus. J'ai souffert un peu de l'université, dans le sens où c'était un vrai relâchement après les classes préparatoires. Et là, j'aurais bien aimé effectivement peut-être un peu plus de pression pour ne pas me relâcher et me complaire dans les excellentes notes que je parvenais à avoir sans tellement forcer, du moins en m'employant aujourd'hui bien moins que je ne l'aurais voulu. Voilà. Ensuite, j'ai préparé mon agrégation à l'université Claude Bernard à Lyon. Et là, j'étais extrêmement content à ce moment-là de l'approche buffet à volonté. En l'occurrence, je n'allais pas au buffet. J'y suis allé en début d'année. Ensuite, j'ai travaillé seul avec un camarade de classe. On allait à la bibliothèque universitaire, splendide bibliothèque, une connexion Internet incroyable, des locaux parfaits, des prises de partout, des livres magnifiques. Et j'en ai profité vraiment pour faire le point sur ce que j'avais appris pendant mes 3 premières années de licence et de bien tout ranger, de répondre à toutes les questions que j'avais laissées de côté justement parce qu'il fallait avancer vite, il fallait des résultats, les chapitres se succédaient. J'ai respiré, là je me suis dit, je vais étudier ce que je veux, quand je veux. Je me levais à 7h du matin, j'allais à la bibliothèque et j'étais très content de faire ça. Et donc, cette question qui m'est posée, donc du coup, entre d'un côté le buffet à volonté et de l'autre côté un système très cadré, je veux dire, ça dépend des gens, mais ça dépend aussi de certaines aspirations à un moment donné. Je me souviens que quand je préparais l'agrégation, le premier DS, j'avais minoré dans la promotion et je m'étais dit, waouh, t'es tellement loin du niveau requis, mais ça va pas le faire du tout. Et j'adore ça. Parce que c'est quelque chose qui me stimule énormément. Je vois l'adversité, je vois qu'il y a quelque chose qui me stimule. Je me dis, là, il y a un os à mordre et je vais le mordre et je ne le lâcherai pas. Et dans ces circonstances, je profite allègrement d'un buffet à volonté. Si au contraire, j'ai l'impression que je suis en train de suivre un petit chemin, que j'ai pas vraiment une idée précise de ce à quoi ça va me permettre d'aboutir, eh bien là, j'aurais tendance à préférer un chemin avec plus de pression. Et voilà, je pense que c'est tout à fait normal. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait un système qui est supérieur à un autre intrinsèquement, mais je pense que pour une personne donnée, à une période de sa vie donnée, il y a probablement un système qui est nettement supérieur à l'autre. Et si le simple fait d'avoir traité cette question peut inciter certaines personnes qui se sentent mal avec le système français à aller faire leurs études à l'étranger, je pense que je serai assez content de la manœuvre. Comment apprendre les maths en dehors d'un cursus ? Quelle branche conseillez-vous de découvrir seul une fois qu'on a fini sa prépa ? Alors, c'est une question très délicate, parce qu'effectivement, en dehors d'un cursus, on est vite confronté à cet océan infini de ce qui nous échappe. Et c'est vertigineux, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé vertigineux, et même aujourd'hui, depuis ma position qui peut paraître celle de quelqu'un qui sait, qui maîtrise, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à s'empirer. Je suis plus impressionné aujourd'hui par la quantité de domaines des mathématiques dont je n'ai même pas idée que par le peu de choses que je connais.
et je pense que c'est un effet qui doit porter un nom, ou je me rappelle plus exactement, mais c'est je comprends l'enjeu de la question, c'est quelque chose qui me touche parce que je ressens aussi j'ai ressenti à un moment donné cette volonté de me dire, tiens, voilà, il y a certains domaines que j'ai étudiés par le passé, par exemple la physique ou la thermodynamique ou des choses comme ça. Et dans un cursus, d'un côté, il y a la contrainte, ça fait lien, c'est en lien avec la question précédente, mais il y a aussi la sécurité de savoir qu'il y a un point de départ, qu'il y a un point d'arrivée, et que quelqu'un a prévu pour nous un chemin pour nous mener d'un point A à un point B. C'est le professeur qui fait ça. Il nous emmène de quelqu'un qui ne sait pas, à des premiers exemples, au début de la théorie, etc. Et puis petit à petit, à une certaine pratique qui est tout à fait gratifiante. Et en dehors d'un cursus, eh bien là, c'est très difficile de dire à quelqu'un, lance un dé, prends un domaine et commence à l'étudier. Alors, j'aurais tendance à répondre à cette question, comment apprendre les maths en dehors d'un cursus, d'une manière assez étrange, mais c'est peut-être en se mettant dans un cursus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de possibilités avec Internet, notamment d'étudier par correspondance avec des universités comme celle de la Sorbonne ou même avec le CNED. Et je pense que, disons, pour quelqu'un qui aime avoir un cadre, et j'ai dit qu'à certaines périodes de ma vie, c'était pas le cas, mais aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que je choisirais dans cette situation. Je pense que je m'inscrirais dans une université et j'essaierais peut-être de passer une licence ou peut-être même un master de manière à avoir des modules, de manière à avoir des travaux dirigés, de manière aussi à avoir des retours de professeurs sur mes travaux, et c'est quelque chose qui pourrait aider. Maintenant, là encore, et c'est exactement l'écho de la question précédente, ce n'est pas du tout la seule manière de faire. Et j'ai appris, au cours de ma thèse, à apprécier ce qu'était vraiment un bon livre de mathématiques. Alors là, il faut développer un minimum de compétences en anglais, mais c'est un anglais qui est très simple à comprendre, et on a là, d'un seul coup, l'accès à une bibliothèque énorme de textbooks, comme ils appellent, et qui sont d'une qualité remarquable, et qui apportent aussi un contrepoint à l'enseignement, disons, traditionnel en France. Les anglo-saxons voient souvent les mathématiques d'une autre manière, il y a moins de formalisme, il y a moins Bourbaki qui est passé là pour taper dans les nuques, et il y a plus d'explications olé olé, des petits dessins, des preuves par la visualisation, ce genre de choses, et c'est un joli complément. Et je me dis qu'avec d'un côté des ouvrages en français et de l'autre des ouvrages en anglais, notamment sur l'analyse complexe par exemple, puisqu'on me demande de donner une branche des mathématiques à découvrir, je trouve que l'analyse complexe est magnifique, eh bien on peut progresser d'une manière substantielle. Et après voilà, faut pas hésiter du tout à aller voir, justement essayer de voir s'il n'y a pas des professeurs qui ont mis des feuilles d'exercices sur le domaine en question en ligne, et essayer de résoudre les exercices, puisqu'encore une fois les mathématiques sont vraiment une pratique, et donc après avoir été subjugué par la beauté de tel ou tel concept, eh bien, il faut quand même avoir la force d'esprit de les éprouver, ces concepts, dans la pratique, et voir si on arrive à faire quelque chose. Donc là, dans l'analyse complexe, eh bien, la première intégrale qu'on calcule avec le théorème des résidus, c'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir, et tout le chemin qui aura mené jusqu'à ce théorème des résidus, eh bien, on aurait vu des fonctions holomorphes, des fonctions analytiques, des fonctions méromorphes, le concept d'intégrale sur un chemin, enfin, c'est tout à fait fascinant. Et puis, à la fin, il y a la gratification d'arriver à faire quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais réussi à faire sans cela. Donc voilà, il y aurait, pour synthétiser ma réponse, où je sens que je suis encore parti un peu loin, il y a d'un côté le fait de suivre un cursus, de l'autre, de s'appuyer sur des ouvrages de référence qu'on trouvera en posant des questions à des gens qui connaissent, ou peut-être par des recherches internet, et d'y aller à fond, quoi, tout simplement. Théorie des ensembles et théorie des catégories, laquelle est la plus adéquate pour les fondements en mathématiques ? Alors, je le dis tout de suite, je ne pense absolument pas avoir le niveau requis pour répondre honorablement à une telle question. Cela dit, si je suppose que mon audience sera relativement large et qu'une partie de cette audience ne sera pas capable de comprendre la question, eh bien je vais me donner pour mission d'expliquer ce qui se cache derrière ces deux questions en une qui m'ont été posées. En mathématiques, il y a deux mouvements qui sont contraires, qui opèrent. Le premier, c'est un mouvement que j'appellerais vers le haut. Alors c'est celui de la recherche, mais c'est celui de l'élaboration de théories qui s'empilent sur d'autres théories, qui s'empilent sur d'autres théories, et ainsi de suite. Donc on va apprendre, dans un premier temps, comment manipuler des suites, sans forcément trop comprendre comment ça fonctionne. Puis après, la théorie des suites arithmétiques, géométriques, arithmétiques et géométriques. Mais là, on est encore avec des suites réelles. Ensuite, on passera à des suites vectorielles, des suites de matrices. On va faire grossir petit à petit cet édifice pour arriver à résoudre des problèmes de plus en plus variés et de plus en plus complexes. Mais
Le problème, c'est que ce seul mouvement-là ne garantit absolument pas que l'édifice chancelle au bout d'un moment. Parce que la grande question, c'est celle des fondements aussi des mathématiques. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on vraiment? Alors c'est en lien avec une émission que j'avais faite sur la notion de définition. Comment peut-on définir un cercle? La question qu'on se pose en fait, c'est pas ce qu'est un cercle, parce que tout le monde le sent ce qu'est un cercle. C'est comment décrire par des mots, de manière suffisamment précise, le concept de cercle, pour qu'on puisse construire par-dessus quelque chose de l'ordre d'un édifice de l'esprit qui ne finisse pas par s'effondrer par le peu de solidité qu'on aura donné à la définition d'un cercle. Ça, c'est l'enjeu. Et donc, c'est l'autre mouvement qui est vers le bas, qui consiste à redescendre dans les fondements des mathématiques pour voir ce qui pourrait pas être amélioré. De se dire, tiens, là, on est descendu 50 cm sous terre, mais peut-être qu'il faudrait des fondations de 2 ou 3 mètres pour être sûr qu'on raconte pas n'importe quoi en bout de chaîne. Pour donner très concrètement ce dont je parle. À une époque, il y a quelques siècles, les mathématiciens avaient pour habitude de faire des sommes infinies avec des points de suspension dans une détente absolument remarquable. Il y avait des 1 plus moins 1 plus 1 plus moins 1 plus 1 qui faisaient 1 demi. Et on pouvait donner du sens à ça. On pouvait faire des phrases, on pouvait expliquer pourquoi il était raisonnable de donner pour somme 1 demi, la somme infinie, 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. On pouvait supposer que toutes les fonctions continues étaient dérivables, parce que quelque chose d'anguleux, bon, il suffit de modifier un peu le tracé, et ça donnera quelque chose qui ne l'est plus du tout, et moralement, toute fonction est de classe C infinie. On peut négocier. On peut aussi se dire que finalement, quand je compte 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est quelque chose qui relève d'une évidence absolue. Mais tous les concepts que je viens de décrire sommairement nécessitent, quand on cherche à les éprouver, bien des fondements plus solides que ça. Il y a l'axiomatique des entiers naturels, quand je parle d'entiers naturels, les axiomes de Peano par exemple. Quand je parle de continuité, de dérivabilité, de fonctions continues partout, dérivables nulle part, on parle de choses qui sont très récentes dans les mathématiques. Et on a eu besoin à un moment donné d'éprouver les choses que tout le monde supposait comme évidentes pour dire là, c'était pas vide, c'était pas évident. Non, il y a quelque chose qu'on a considéré tous pour acquis, d'accord, mais il est temps de construire quelque chose de plus solide que un vide autour duquel tout le monde danse en faisant croire qu'il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Seulement, on n'a pas mis les mots dessus. Et voilà, donc c'est la même chose pour la notion de réel. C'est peut-être quelque chose qui va beaucoup parler. Dès le lycée, on entend parler de réel, soit X dans R, génial. Mais qu'est-ce qu'un réel? C'est compliqué ce qu'est un réel. Les entiers naturels, on peut s'y faire. Les entiers relatifs, bon, il suffit de passer de l'autre côté, de considérer qu'un manque, c'est un nombre aussi. C'était discuté, notamment par Arcan. Ensuite, il y a les rationnels, donc là, on peut commencer à froncer les sourcils, puisque le corps des fractions, c'est pas non plus quelque chose de trivial, mais quand on cherche à compléter tous les trous qu'il y a dans les rationnels, ben on se lance dans quelque chose que, probablement, même celui qui a fait classe préparatoire et qui est en école d'ingénieur aujourd'hui, n'aura jamais vu de sa vie. Et pourtant, il aura écrit pendant des années, soit X dans R. Donc, après un autre enjeu, donc du coup, je rembraye vers la question originelle, qui était théorie des ensembles ou théorie des catégories. D'instinct, dans mon affinité avec les mathématiques, les fondations, ce qu'il y a très profondément, c'est jamais quelque chose qui m'a fait briller l'œil. Alors je dirais qu'à l'inverse, j'ai jamais cherché non plus à atteindre les sommets des gratte-ciel en faisant des choses absolument incroyables, de démontrer des nouveaux théorèmes. Donc je suis ni au sous-sol, ni tout en haut. Je suis un peu au rez-de-chaussée, au premier étage, et je me balade, je prends un petit thé par ici, je mange un petit financier de l'autre, et je m'émerveille de ce que mes ancêtres, de ce que les mathématiciens ont construit. Et donc c'est quelque chose qui m'a jamais, par exemple, incité à aller voir du côté de la théorie des catégories. C'est quelque chose qui m'a laissé, disons, assez indifférent. Je comprends la beauté et l'attrait que certains puissent avoir pour cette théorie, mais de l'autre côté, je sais que c'est pas quelque chose qui résonne en moi, et je n'ai jamais tellement eu l'intention de me forcer à aimer quelque chose, donc je n'y suis jamais allé voir. Et pour terminer sur cette non-réponse absolue, alors en train, vous ne m'en voudrez pas, j'espère, mais pour terminer cette non-réponse, je dirais que la question est d'autant plus difficile à traiter que pour y répondre honorablement, il faudrait non seulement avoir une connaissance profonde de la théorie des ensembles et de la théorie des catégories, mais une connaissance assez profonde pour pressentir qu'elle créerait dans l'esprit des mathématiciens des prédispositions à avoir des résultats plus fructueux dans une
grande variété de domaines des mathématiques qui ne sont pas directement reliés à la théorie des ensembles et des catégories, ou disons qu'ils sont plusieurs étages au-dessus dans la métaphore que je donnais avec cette affaire de gratte-ciel. Je ne pense pas du tout avoir le niveau pour répondre à une telle question, mais je pense m'être bien amusé en essayant de ne pas y répondre, et j'espère que vous aussi. L'agrégation de mathématiques permet-elle de pratiquer des vraies mathématiques pour faire de la recherche, par exemple? Alors, ma réponse est assez nette, non. Mais peut-être un peu oui. La raison, c'est que le niveau qu'il faut avoir pour valider l'agrégation externe, haut la main, c'est essentiellement le niveau de licence. Avec une bonne maîtrise des concepts de licence 1, licence 2 et licence 3, on peut figurer très honorablement à l'écrit et à l'oral. C'est exactement le corpus que je m'étais fixé quand je passais moi-même l'agrégation, et ça s'est très bien passé pour moi. Alors c'était pas aujourd'hui, c'était en 2012, mais je pense que ces informations ont encore ne sont pas du tout périmées. Et donc, c'est aussi en lien avec la question précédente, dans le sens où on est, quand on prépare l'agrégation, en train de se préparer à enseigner les mathématiques. Et pour enseigner les mathématiques, il faut, pour moi, pour exercer le métier honorablement, disposer d'une certaine maîtrise des concepts. Et c'est pas seulement arriver à faire avec ces concepts, c'est arriver à disposer pour chaque concept d'une multiplicité de points de vue qui va permettre de l'éclairer et de le rendre compréhensible pour des esprits extrêmement différents que sont ceux d'une quarantaine d'élèves qu'on a en face de nous. Et donc ça demande de prendre son temps, de combler des lacunes qu'on a accumulées au fur et à mesure, d'explorer, peut-être qu'on n'avait pas le temps de traiter l'exercice de 3 ou 4 manières différentes, qu'il fallait aller vite, il y avait un TDA à rendre, un DM, des sciences de l'ingénieur, de l'espagnol. Peut-être que là, quand on prépare l'agrégation, on se pose, on réfléchit, on essaye de faire les choses proprement. Donc c'est un travail, on va revenir sur peut-être le sous-sol, le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, et on va faire un truc très solide. Les mathématiques de la recherche, c'est pas ça du tout. Les mathématiques de la recherche, déjà, c'est beaucoup moins général, c'est-à-dire qu'en général, entre l'analyse, les probabilités, l'algèbre linéaire, la théorie des groupes, on va pas jongler avec tous ces éléments en même temps. On va plutôt essayer plutôt que de couvrir un large territoire, d'être capable de pouvoir se balader, de connaître tous les sentiers sur, je sais pas, une cinquantaine de kilomètres carrés, on va plutôt se concentrer sur 1 kilomètre carré de rayon, mais on va essayer d'y bâtir un édifice qui monte extrêmement haut. Et cela, l'agrégation ne prépare pas du tout à cela. Alors, c'était pas tellement le cas quand j'étais moi-même en préparation à l'agrégation, parce que dans les 2 années qui précédaient, j'avais été dans un master recherche, puisque c'était une des seules options qui s'offrait à moi. Et donc, en fait, finalement, ce qui m'avait préparé à la recherche, c'était mes années de master. Après, il y avait eu une année de fondation, où j'ai repassé une couche de peinture sur tout ce qui manquait pour vraiment asseoir un niveau en mathématiques général. Et ensuite, j'étais reparti en thèse dans la recherche avec cette idée de gratte-ciel, de faire une pointe, de planter mon drapeau au sommet d'une montagne et d'essayer de démontrer quelque chose de nouveau, de parcourir un territoire inexploré. Mais pour répondre à la question d'une manière synthétique, cette fois, je vais essayer de faire quelque chose de propre. L'agrégation de mathématiques n'a pas pour mission de construire des gratte-ciels, elle a pour mission de permettre l'exploration d'un territoire relativement vaste et de connaître non pas juste un sentier qui permette d'aller d'un point A à un point B, mais d'en connaître peut-être 4, 5 ou peut-être même 50. Donc ce sont des approches que je qualifierais d'orthogonales, et donc ma réponse est non. Comment être un bon colleur en prépa ? Eh bien, je dirais que tout dépend de ce qu'on appelle être un bon colleur. C'est la même chose qu'être un bon professeur. Et je peux te dire que le référentiel, pour moi, ne me concerne pas. Ça concerne les élèves et ce que je suis capable de leur apporter en tant que professeur. C'est-à-dire que tout ce que je peux me raconter sur mes compétences didactiques, pédagogiques, mes compétences d'orateur, mon charisme, etc., c'est du flan, parce que la seule chose qui compte, c'est ce que les élèves auront ressenti de ça. Et donc, quand on a un minimum de sensibilité, on est capable de lire dans le regard de quelqu'un, dans l'expression d'un visage, dans les propos, dans les retours qu'il nous fait, on est capable de lire la valeur qu'on a, du moins selon mon entendement de ça, la valeur qu'on a en tant que professeur ou que colleur. Donc, quand j'ai commencé à donner des colles en classe préparatoire, j'étais en thèse, donc j'avais un âge assez proche de celui des étudiants que je collais, et donc j'avais aussi le vif souvenir de mes propres colles en tant qu'étudiant, et c'est peut-être ça qui est le plus formateur finalement chez un professeur. C'est sa propre expérience des choses, parce que j'ai pu voir qu'il y avait des colleurs qui m'avaient été
très utiles dans ma progression mathématique, et d'autres qui m'avaient été royalement inutiles. Je n'ai même pas peur de le dire, je ne pense insulter personne. Il y a des colleurs qui, par leur comportement, ne servaient à rien. Peut-être même que c'était contre-productif, puisque 1 heure de travail personnel m'aurait apporté beaucoup plus que 7 heures perdues. Mais, étant donné que je suis devenu enseignant par la suite, c'est 1 heure qui n'a pas été perdue, parce que j'ai pu voir aussi ce qu'il ne fallait pas faire. On peut se construire autant par l'exemple que par le contre-exemple. On fait un mélange pondéré de tout ça. Et donc je me disais, je sais ce que c'est d'être en classe préparatoire, je connais la pression, je vois le rythme auquel les choses avancent, et je me dis, tu n'es pas là pour rajouter une couche l'estocade sur le dos de ces étudiants qui sont déjà fatigués. L'école, quand il fait nuit, il fait froid, il est 18h30, on a galéré à trouver une salle puisque bien entendu la salle qui était prévue est occupée par quelqu'un d'autre. Bon, on essaye de donner une bonne ambiance et j'essaye d'enseigner. Donc je faisais ça en proposant 3 exercices de difficulté croissante, en me disant celui qui est fort arrivera à faire les choses, il arrivera peut-être à faire les 3, et la personne qui est plus en difficulté, eh bien on passera peut-être toute l'heure sur le premier exercice, mais on va essayer d'apprendre. Et donc je disais à mes étudiants en début de chaque colle que j'attendais d'eux une démarche active, j'attendais qu'ils me présentent justement toutes ces pistes dont j'ai parlé tout à l'heure, de m'expliquer pourquoi ils avaient employé telle piste, pourquoi ils avaient écarté telle autre, etc. Pour que je puisse leur apporter mon expertise là-dessus. De leur faire comprendre qu'ils avaient écarté une piste peut-être hâtivement, que j'y aurais vu le même obstacle qu'eux, mais j'y aurais peut-être vu aussi une solution de contournement de l'obstacle, alors que eux n'auraient fait qu'un demi-tour. De la même manière, une piste qui, eux, leur paraissait prometteuse, je pouvais ensuite leur expliquer pourquoi, selon moi, elle ne l'était pas du tout, et leur donner un exemple, un contre-exemple, leur faire bénéficier d'une multiplicité d'exemples que j'avais eu le temps de traiter et que eux, bien entendu, n'avaient pas eu le temps de traiter. Quand on colle sur un chapitre qui est relativement récent, donc leur expérience, ils sont tout frais, les étudiants, ils n'ont pas ce domaine de maîtrise-là. Donc c'était des modalités qui finalement n'ont jamais été les modalités d'une colle telle que moi je l'ai vécue. Une colle où vraiment, on se dit c'est un moment privilégié pour apprendre et donc de faire en sorte qu'il y ait une atmosphère bienveillante. C'est quelque chose qui, j'espère, transparaît dans les vidéos que je fais sur YouTube. Quelque chose où si l'étudiant joue le jeu, alors il trouvera en moi quelqu'un qui pourra lui expliquer certaines choses, qui n'hésitera pas à discuter, à lui montrer des astuces, lui donner des conseils, et avec un peu d'espoir, je l'aurai aidé, j'aurai mis ma petite pierre à l'édifice qui lui permettra d'intégrer l'école de ses rêves. Allez-vous désormais réaliser toutes vos vidéos en puissance, face caméra, ou allez-vous continuer à faire des vidéos en finesse comme avant ? Alors, j'ai jamais été un as de la communication, là je donne dans l'euphémisme, mais quand j'essaye de faire un prototype de quelque chose, en général, un essai ne me suffit pas. Je m'étais essayé aux vidéos courtes il y a quelques mois, et j'en avais fait peut-être une trentaine, et je n'avais fait que ça, de manière à vraiment arriver à passer ce moment où on essuie les plâtres, il y a les ratés, les déconvenus. Je trouve que tout au début est plus ou moins raté, et puis au fur et à mesure, j'ai l'impression de trouver une modalité d'expression, une modalité d'enseignement, et les choses s'arrangent, et puis après je me dis, voilà, c'est un format qui est au point, et je pourrais l'utiliser par la suite avec davantage de relâchement. C'est exactement la même chose pour les maths en puissance aujourd'hui. J'ai à peine commencé à trouver ces modalités d'enregistrement, je me suis construit un petit dispositif de manière à éclairer, à pouvoir gesticuler, à pouvoir me reprendre en cas de bafouille, etc., à pouvoir écrire d'une manière à peu près lisible sur un tableau, et c'est quelque chose que j'ai envie d'expérimenter encore quelques temps, mais en coulisses se préparent une et même plusieurs émissions en finesse qui viendront en alternance avec ces vidéos en puissance. Alors pour être très concret, les vidéos en finesse me prennent un temps considérable à faire. C'est très joli, il y a beaucoup de couleurs, les phrases sont toutes sculptées au mot près, donc c'est très concis, c'est très agréable, et je pense que ça permet aussi plusieurs niveaux de lecture, et c'est pour ça qu'il y a aussi, je pense, avoir un public très disparate. Je sais qu'il y a des collègues, des professeurs en classe préparatoire, des parents d'élèves, des personnes qui ont arrêté leurs études depuis belle lurette mais qui gardent un lien affectif avec les mathématiques, des personnes qui sont au lycée et qui sont émerveillées devant les mathématiques du supérieur. Et j'ai l'impression, dans un certain sens, que les vidéos de la finesse que j'ai pu faire contiennent, dans la manière de faire, plusieurs niveaux de lecture qui peuvent contenter plus ou moins tout ce beau monde. Mais de l'autre côté, ce que j'y perdais aussi, c'est qu'à force de présenter quelque chose de trop parfait, de viser toujours le cœur de la cible, eh bien on perd l'expression d'un visage, les hésitations, les erreurs même, les approximations, les silences qui s'étendent au moment de choisir un mot et qui font pressentir qu'il y a quelque chose d'important qui se joue, alors que finalement dans les vidéos en finesse, eh bien ça coule et il y a peut-être des phrases qui m'ont coûté beaucoup à écrire,
mais qui s'écoule à la même vitesse qu'une phrase qui finalement a été de l'ordre de l'évidence. Et donc j'ai l'impression que ce sont deux modalités d'enseignement complémentaires, et je compte bien les faire vivre de manière complémentaire sur ma chaîne. Donc d'un côté, il y a ces vidéos qui prennent beaucoup de temps, qui sont en finesse. De l'autre côté, les vidéos en puissance me demandent bien plus de temps que je ne le pensais à l'origine, mais c'est quand même substantiellement moins, donc je peux m'exprimer de manière différente. Je pense aussi que d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de la bienveillance avec laquelle j'essaie de pratiquer l'enseignement des mathématiques, il y a quelque chose d'autre qui se transmet, et donc c'est des choses qui vont venir en alternance. Et pour donner une petite échéance, je dirais que si d'ici fin octobre, il n'y a toujours eu aucune émission en finesse, c'est vraiment que je me suis absolument raté. Mais je dirais que normalement, d'ici fin septembre, on devrait en voir une. Quels sont tes projets de vidéos? Peux-tu faire des vidéos pour la terminale? Des vidéos hors du programme des classes préparatoires? Des cours complets? Etc. Alors c'est encore une fois une question que je mets en lien avec la question précédente, parce que, si tu veux, je vais te raconter un peu l'histoire, très brièvement, d'All Jeune et Maths en finesse. À la base, All Jeune, c'est une vidéo pour mes élèves de classe préparatoire en filière ECS quand j'étais professeur principal à l'Institution des Chartreux à Lyon. Je me disais, je n'ai pas le temps de tout leur expliquer, il y a des questions qui reviennent d'année en année, de manière sempiternelle, et je me suis dit, je vais encapsuler certaines explications dans des vidéos, de manière à ce qu'ils puissent s'y référer quand ils veulent, autant de fois qu'ils le veulent. Et bon, l'ennui étant quand même quelque chose que je fuis avec allégresse, avec énergie, avec impétuosité, eh bien ça s'est petit à petit diversifié. J'ai fait d'autres choses que des vidéos de cours, des démonstrations. J'ai fait des lectures d'Henri Poincaré, d'Alexandre Grothendieck. J'ai essayé d'explorer différentes modalités d'enseignement des mathématiques, des approches académiques, un peu moins académiques, etc. Mais je suis quand même resté toujours autour de ce que je pourrais appeler ma zone de confort, dans le sens où j'enseignais chaque année à des élèves en deuxième année d'études supérieures, et donc les thèmes qui gravitaient autour de moi ont toujours été ce genre de thèmes-là. Maintenant, à force de diversifier et de proposer des mathématiques différentes, eh bien c'est aggloméré autour d'All Jeune et Maths en finesse un public disparate. Et j'y faisais mention tout à l'heure, il y a tout autant des lycéens qui découvrent à peine le monde de l'enseignement supérieur, que des professeurs en classe préparatoire retraités qui regardent ça aussi, par goût, comme un bon divertissement, qui finalement, eux qui maîtrisent les mathématiques, eh bien ils peuvent entendre mes phrases et mes démonstrations comme on raconterait une histoire au pote Jackie au bar PMU. Donc, c'est un peu difficile de trouver le format qui va convenir à tout le monde pour moi. Et je me sens un peu tiraillé dans un sens, dans toutes les directions, puisque je ne veux pas en même temps faire du bac+3, de la terminale, des maths qui finalement n'intéressent aucunement les élèves en classe préparatoire, des cours complets, ça me demanderait un temps absolument considérable. Donc, la seule chose que je peux te garantir, c'est que je fais au mieux pour proposer une certaine variété dans ce que je fais, à l'exception de petites périodes dans l'année où je me concentre sur un prototype donné et on va rester effectivement assez ciblé sur un niveau donné, de manière à ce que je puisse me concentrer sur l'établissement d'un format, plutôt que d'aller chercher à droite à gauche sur des domaines qui, il faut bien le reconnaître aussi, qui me sont devenus étrangers. Aujourd'hui, si on me parle de, je ne sais pas moi, théorie des distributions, ça fait des années que je n'ai plus fait de théorie des distributions. Ça ne veut pas dire que je pourrais pas faire une belle vidéo dessus si je m'y colle, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans mon esprit, ce ne sont plus des concepts qui ont l'habitude de tourner autant que quand je préparais l'agrégation, par exemple. C'est la même chose pour la très belle théorie de Galois, les anneaux d'entier, les normes, les stases euclidiens. Enfin, il y a fait vraiment des choses qui étaient incroyables, et je les ai aujourd'hui un peu oubliées. Alors c'est vrai que je pourrais faire des vidéos, je pense que je vais aller dans cette direction-là, mais il faut qu'un équilibre se trouve, et ça va se trouver au fur et à mesure, je pense, entre des mathématiques en puissance d'un côté, les mathématiques que j'enseigne à mes élèves en cours particulier, que j'aime bien pratiquer par curiosité, parce que j'y vois encore des exercices qui me laissent fasciner par leur beauté ou par la multiplicité de solutions qu'on peut produire pour parvenir à un même résultat, et de l'autre, des mathématiques qui me demandent plus de temps à proposer sous un format de vidéo, parce qu'encore une fois, l'enjeu, c'est pas seulement de comprendre. L'enjeu, c'est de construire autour de ce que je pense avoir compris une histoire qui soit vendeuse, qui puisse permettre à celui qui ne connaît pas de découvrir petit à petit, de prendre goût, et qui puisse aussi satisfaire en même temps la personne qui connaît et qui a envie de trouver derrière mes mots une certaine substance, un certain écho avec ce que lui perçoit de la théorie des mathématiques que j'essaie d'expliquer. Qu'est-ce que réussir dans la vie selon vous? Alors c'est une petite question que j'hésitais à traiter, mais que je vais traiter à la fin par côté, exactement comme la question sur la théorie des catégories,
parce que j'aimerais m'adresser particulièrement aux personnes qui font des études aujourd'hui, aux étudiants en classe préparatoire notamment, parce qu'il y a vraiment ce prisme dans lequel la réussite, localement, c'est celle de l'accession à une école d'ingénieur ou à une école de commerce ou la réussite à un concours, quel qu'il soit. Et ça, c'est la réussite académique temporaire. Mais ça n'a rien à voir avec réussir sa vie. Bien entendu, dans ma vie, j'ai pu être assez fier du travail que j'ai accompli et des réussites académiques que j'ai pu obtenir. Mais aujourd'hui, ce qui compte vraiment dans ma vie, je pense que c'est d'un autre ordre, complètement d'un autre ordre. Déjà, la moindre des choses, c'est de réussir sa vie et de ne pas essayer de réussir la vie que notre entourage pense qu'on devrait avoir. C'est compliqué, mais je vais essayer d'expliquer ça par un exemple concret. Quand j'étais professeur en classe préparatoire au Chartreux, après ma thèse, c'était un coup de bol absolument fantastique et je pensais vraiment être arrivé au boulot de mes rêves directement, sans être passé par des expériences d'enseignement, on va dire, plus inconvenantes. Et je me disais, j'ai réussi. Ça y est, j'ai réussi dans ma vie, j'ai réussi le jeu, j'ai fait jusqu'au bout. J'ai fait mes études avec application, j'ai le boulot de mes rêves, maintenant ça fait 6 ans que j'enseigne, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que ça, c'est le point de vue extérieur, de se dire, ah tiens, c'est le boulot que je miroite. Mais la grande question, c'est déjà, est-ce que ça me rend heureux? Après, il y a autre chose. Est-ce que, si je continue à exercer ce boulot-là dans 30 ans, est-ce que je serai fier de moi? Est-ce que j'aurais répondu à l'enfant qui était en moi et qui est animé par des rêves, qui a envie de faire des choses qui sont grandes? Est-ce que ça correspond ou pas? Et donc, il y a toutes ces questions-là qui sont tout à fait personnelles, mais qui demandent un certain courage déjà pour les faire émerger, ces questions, et après pour avoir la force d'esprit d'y répondre de manière honnête. Et donc oui, effectivement, le boulot que j'ai pu avoir quand j'étais en classe préparatoire était ce que certains considéraient comme avoir réussi dans sa vie. Mais il y a bien d'autres aspects dans la réussite. Il y a la réussite dans l'aspect d'aventure, le fait d'avoir des aventures aussi émotionnelles, d'avoir trouvé une compagne, d'avoir 2 enfants. Ce sont des réussites dans ma vie qui sont autrement plus grandes que l'obtention d'une agrégation à je ne sais quelle place ou d'avoir fait une thèse, etc. C'est un énorme mélange, mais j'insiste vraiment sur le caractère personnel de ce qui va t'animer. J'en veux aussi, pour exemple, un de mes chers élèves en cours particulier, qui travaillait pour CNN, qui était sur des théâtres de guerre, et donc c'est le Graal, en fait. Quand on est photoreporter, eh bien on est dans une énorme chaîne internationale, c'est réussir sa vie. Oui, mais non. Parce que cet homme-là a décidé que, finalement, ce qui le passionnait vraiment, c'était pas le photojournalisme, il y a une passion pour les maths qui a grandi en lui, alors qu'il avait fait seulement une filière économique au lycée. Il s'est passionné pour les mathématiques, il a envie de lire des mathématiques, de regarder des choses de mathématiques. Aujourd'hui, il prépare une reconversion. Et donc, il a quitté, là aussi, ce boulot dit de rêve pour se diriger vers d'autres horizons, pour repartir à l'aventure. Et je pense que dans ce sens-là, il réussira, bien entendu, sa vie. Réussir sa vie, ça commence déjà par ne pas la rater en réussissant ce que quelqu'un d'autre a prévu pour nous. Réussir sa vie, ça commence déjà par essayer d'écouter ce qu'il y a en nous. Et voilà qui achève cette petite série de questions. Alors c'était un prototype, encore une fois, donc j'innove beaucoup en ce début d'année. J'espère que tu pourras me faire un retour là-dessus. Je prends tout, notamment les critiques, puisque aujourd'hui c'est un sens péjoratif, mais ça n'a pas été le cas tout le temps, et j'aurai peut-être l'occasion de lire un texte à ce sujet d'ailleurs. Donc je serai très intéressé par un retour de ta part, quelle que soit sa nature, et je te souhaite une excellente journée, et je te dis, tu le sais, à la prochaine.